le fondateur du Hontai Yoshinryu s'appelait Takagi. Takai, Taka, grand, Gi, l'arbre, un arbre fort, etc. Et il faut dire que surtout le deuxième Soke, c'était quelqu'un de très costaud, vraiment grand. C'est exceptionnel. Il faisait presque 1m80. C'était vraiment, pour l'époque, c'était un japonais inhabituel, mais très 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 fort, force, etc. Et il a été, à un certain moment, il était un peu hautain, il a été se battre avec les messieurs de... C'est Takenouchi Hisayoshi, c'est le troisième Soke de l'école Takenouchi. Et Takenouchi Ryu, c'est vraiment une école de Jujutsu aussi très 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 connue. Probablement la plus ancienne connue en Alors, Jujutsu. En tant que grand, il s'est fait prendre par un plus petit, une fois. Puis il s'est remis, il a eu un challenge, il s'est reprend une deuxième fois. Et puis, bon, il a eu quand même le courage de dire, voilà, il y a quelque chose qui manque. Il a été étudié le Takenouchi Ryu, et il a eu même une licence dans cette école. Et puis, il a commencé quand même à comprendre que, et c'est ce qu'il dit, un grand arbre... Voilà, ben, si on met une pression, à un certain moment, ça peut casser. Et Yoshin, le sol, il est plus pliable. Yo, c'est une autre façon d'exprimer en japonais le sol. Et Shin, c'est le cœur. Donc un esprit beaucoup plus souple qui résiste est beaucoup mieux que quelque chose de très rigide, etc. Donc il faut, même quand on est fort, etc., cet esprit. Et bon, Hontai, c'est plutôt c'est la vérité. Le Hon, c'est comme en Japon. Quand il s'est rendu compte qu'il fallait être souple, ça s'appelait Yoshin Ryu Takagi Ryu. Et quand il s'est rendu compte, après avoir été battu par Hisayoshi, par un tout petit qui était la taille d'un enfant par rapport à lui, il a compris qu'en fait, après d'être devenu son disciple, il a compris qu'effectivement, il a ajouté l'adjectif Hontai. C'est un adjectif qui veut dire véritable. Et là, maintenant, après avoir eu cette révélation d'avoir été battu par quelqu'un qui était très, très technique plutôt que fort, il a changé le nom de l'école en Hontai Yoshin Ryu Takagi Ryu. Et donc c'était le véritable esprit du sol, plutôt que l'esprit du sol. Il avait eu une sorte de révélation. C'est assez même sympathique d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui fondent leur historique sur des victoires. Et Hontai Yoshin Ryu, et ça reste encore dans la tradition, dans l'esprit d'Hontai Yoshin Ryu, on est fondé sur une défaite. Et donc quelque part ça rend très humble, hein, et même le Soke actuel a cette démarche aussi. Hein. Il nous rappelle toujours qu'il est le plus ancien des élèves, hein, donc c'est assez particulier, c'est resté. Il n'y a pas que les techniques dans une école, il y a aussi des traditions et des comportements aussi d'une école à l'autre, parfois un peu plus snob, un peu moins snob. Et donc c'est assez particulier de notre école. Rien sans... Et puis on met toute la force à la fin. Ça fait Yoshi. Ok. Un peu de force pour débloquer la situation. Maintenant, normalement, tout se passe de manière fluide. Et ici on met la force. Une école de Jujutsu, on a les armes, c'est vrai. Les armes, on a fait le Hambo, on a fait ce qui est le bâton court. On a le Chobo, qui est le bâton long. On a le Tanto, le couteau, on a le Kodachi, on a tout ça. Mais en Hontai Yoshin Ryu, ce sont ces armes-là qui sont très importantes dans l'exercice. Donc, et toujours, dans notre philosophie, il vaut mieux travailler avec des bonnes attaques. Et donc, la maîtrise du sabre en soi est très important. Et donc, on voulait aussi un tout petit peu plus maîtriser le sabre parce que ça nous permettait de travailler sur des attaques très réelles avec les armes d'Hontai Yoshin Ryu, donc dont la complémentarité. Il y a un peu de sabre dans Hontai Yoshin Ryu, mais c'est sabre contre sabre, il y en a. Mais on voulait approfondir vraiment dans la tradition Kenjutsu parce que ça complète très bien ce qu'on fait et puis bon, il faut dire que
si on va dans la culture japonaise, le sabre était quand même au centre de ce qui se passait. C'est très 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 important, donc la philosophie du sabre. Et donc le père du Shokai actuel était quelqu'un qui pratiquait énormément le sabre aussi, et était très 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 adepte d'une pratique de sabre et mettait la pratique du sabre en évidence. 3, hier. Haps, stap achteruit nemen. Niet naar hem gaan. Hij is heel braaf, maar normaal zit hem die in een boy. La philosophie qui est derrière chaque pratique, que ce soit le bo, le hambo, le sabre ou le tanto, en tout cas dans notre école, est toujours la philosophie du jujutsu. Cette adaptabilité en fait à l'adversaire en fait, puisque ce sont des concepts qui sont hyper importants. Et peu importe l'arme que l'on utilise, la philosophie générale est toujours jujutsu. Donc Soke Inoue nous rappelle régulièrement qu'en fait, jujutsu n'est pas seulement la partie à main nue de l'école, c'est toute l'école. C'est intéressant comme Jutsu, c'est plutôt c'est la philosophie. Et bon, on travaille soit main nue, soit avec des armes, exact. Mais la philosophie du Jujutsu est présente dans chacun des armes. Et puis on a les éléments principaux du Jujutsu, comme l'atemi, le nage, le gyaku, le toritsuke, donc la prise d'otage, etc., les étranglements, les shimei, les techniques de réanimation voilà. Aussi. Les techniques de réanimation, c'est la 5. Il y a cinq grandes parties dans le Jujutsu. Mais les 4 techniques, on les retrouve avec un ambo, on les retrouve avec main nue. Voilà. Donc, ce qui est très important de voir cette philosophie et cette adhérence avec ces principes. La partie, soit tu fais comme lui fait, mais là le Zaji fait le deuxième mouvement, et ça c'est un autre niveau, soit on fait le kata très basique, et le Zaji se maintient là-bas, mais pas faire entre les deux. C'est aussi particulier, par exemple dans ces écoles, c'est qu'on va trouver des solutions qui sont valables avec une arme et sans arme. Par exemple, on peut faire un kuzushi comme ça, vraiment comme ça, mais c'est le même mouvement qu'un mouvement de bo. Donc le mouvement de bo qu'on fait, on peut le faire avec le kuzushi. Tu vois, on peut faire une autre façon, mais dans notre école, on va préférer cette solution-là parce qu'elle est incorporée musculairement, parce qu'on a ce mouvement de bo dedans. Pourquoi ? Par exemple, on ne va pas réinventer l'eau chaude en faisant, même quelle que soit l'arme, on ne va pas réinventer l'eau chaude à chaque fois. Et donc la motorique va généralement être la même, quelle que soit l'arme qu'on utilise en fait. Donc c'est un concept qui est très 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 Koryu en général. Donc on s'adapte à une motorique et elle ne bouge plus. Elle va simplement s'adapter un tout petit peu en fonction de la longueur de l'arme, de la dangerosité de l'arme, etc. Ça c'est particulier pas seulement de l'Ontai Yoshin Ryu, mais de quasiment tous les Koryu qu'on connaît. Tu es lié à il se passe quoi, je fais quoi.
Et ça, c'est quelque chose qui, dans un moment réel, n'est pas gérable. Ton corps doit réagir. Et le corps ne sait réagir que si tu as intégré un système. Sinon c'est intellectuellement que tu vas te poser des questions, il se passe ça, je fais quoi? Et sur ce temps-là, c'est trop tard. Donc tu dois réellement développer un système qui te permet de focaliser ton esprit sur la stratégie que tu vas mettre en place pour ce moment-là. La finalité n'étant pas toujours le kata. Une finalité peut être réellement une situation de combat. Et cette situation-là, on pourra s'en sortir que si le système est intégré. Je crois qu'il y a des dojos qui actuellement n'adhèrent pas ou ne comprennent pas ça. Ils travaillent des morceaux, des parties, et ces parties sont relativement différentes et pas intégrées dans un système. Et c'est très dur à ce moment-là de pouvoir intégrer ça dans ta motorique personnelle en cas d'utilisation de la technique. Moi, c'est un intervalle. Mais c'est pas seulement un timing, ce n'est pas seulement une distance. C'est soit distance, soit timing, le tout. Alors, on est dans un espace, on se retourne, l'âme. Ça, c'est la main nue. Si on est dans un espace, hop, c'est le kodachi. On a cette distance de kodachi, on a cette distance de main nue, et on adapte ça donc il y a la partie technique, la partie musculaire, mais aussi le concept de pouvoir gérer les trois dimensions, l'espace, le timing, et gérer ça. C'est très important dans l'école. Et ça, Otaeshiro nous a appris énormément que le karaté nous apprenait pas, parce que c'était toujours c'était une distance. Donc au début on avait un avantage d'être karatéka, un grand avantage parce qu'on avait la musculature et les mouvements, mais on avait un grand désavantage, c'est que on maîtrisait pas ces différents. Un sabre qui vous attaque, c'est pas la même chose qu'un coup de poing. Un bo qui vous attaque. On a eu la chance de Quand tu es au Japon, on a fait un peu de Ozoin Ryu, qui est vraiment une école très prestigieuse de lance. Et notre Sokoi connaissait très bien. Mais là, c'est encore pire. C'est des lances de 3 mètres, plus de 3 mètres. C'est encore tout à fait différent. Mais comme on a déjà tout ce panel, eh ben, très vite, on peut travailler avec les lances aussi. Donc cette maîtrise de trois-dimensionnel, c'est quand même quelque chose qui pour moi était très important. Et je crois, et on a plein de sensations, et je crois, Alain, parce que tu m'as dit ça, quand tu es allé à Okinawa, tu as trouvé aussi des perceptions avec les armes, avec les dimensions, avec le karaté et Ontai Shinryu, qu'on se retrouvait là-bas aussi. Donc. On est dans la même perception au niveau des armes. On part aussi du bo qui a la même dimension que le bo en Ontai Shinryu. Le bo dans le Rikugyo-Okinawa, c'est aussi 1m80. Voilà, donc on est vraiment dans. Sauf que l'utilisation, en tout cas en tant que débutant, est plus courte parce qu'on n'a pas le sabre. Dans les Rikukobudo, le sabre n'est pas le point central. Donc là, on affronte soit quelqu'un qui a une arme similaire, ou en tout cas dans un panel d'armes, je dirais, d'archipel d'Okinawa, mais certainement pas le sabre. Mais on va retrouver les mêmes distances, on va retrouver la même gestion de distance, parce qu'on part des armes longues jusqu'à main nue.
Et voilà, donc ce qui était aussi surprenant, puisqu'on parle d'Okinawa, je fais juste une parenthèse très courte, mais ce qui était aussi surprenant, c'est que la partie Jujutsu de l'Ontai Shinryu répond clairement à la partie, comment dirais-je, la partie liée à tout ce qui est projection et clé dans le karaté d'Okinawa. On est exactement dans le même, sauf que les introductions et les sorties sont un petit peu différentes. On n'est pas dans le même contexte sociétal de l'époque qu'on avait dans les kyoryu japonais. On est tout à fait dans un autre contexte. Mais la manière de faire, ou en tout cas l'exploitation de la projection et de la clé, on est dans la même chose. On était au même endroit. Donc c'est les introductions et les sorties qui sont différentes, mais pas le fondement. Le fondement est le même. C'est très, très, très surprenant. Quand on fait Ontai Shinryu, on fait Ontai Shinryu pur. On fait pas un mix. On est puriste. C'est Ontai Shinryu pur. Quand on fait Onaiteryu, c'est Onaiteryu. On fait pas Onaiteryu à la façon de Ontai Shinryu. Ça c'est hors question. Mais ce serait fondamentalement une erreur. En partant du principe que c'est un système, le système doit être qui travaillé dans sa homogène, totalité. Ce serait une erreur de faire un amalgame. Je crois qu'il y en a d'autres qui ont essayé dans les différentes époques. Les amalgames ont généralement peu survécu. On le voit dans le karaté, on le voit dans d'autres domaines. Les amalgames d'école ne vivent pas bien. Pourquoi? Parce que ce fondement a disparu. Cette école a disparu. Ce système a disparu. Comment voulez-vous encore enseigner quelque chose si on n'a que des bribes du système? Il faut avoir le système. Donc ce serait une erreur de faire des amalgames. Par contre, tu as raison, le système doit rester homogène et doit être protégé parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est une transmission depuis X générations, depuis 19 générations en ce qui concerne l'Ontai Shinryu. Mais, et là c'est plus ou moins notre parcours aussi, c'est que nous avons été chercher des choses, nous sommes enrichis nous-mêmes et le système a besoin de gens compétents pour durer et lui-même être fort. Donc c'est ça, c'est important d'avoir un mix intéressant entre les éléments qui composent l'école, les gens qui le pratiquent et qui ont un background divers. Le Soke lui-même, notre Shinryu a Soke lui a aussi un toujours background encouragé cette très démarche. important. Il Et donc, encourage la quand les démarche. gens sont forts, le système est fort. Oui, tout à fait. Et donc il faut les deux, tout en respectant l'homogénéité du système pour qu'ils puissent être voilà, forts. l'amalgame est mauvais. C'est ça. Exactement. Le fait de faire autre chose n'est pas Exactement. mauvais. L'amalgame est mauvais. Tout à fait. L'amalgame est très mauvais. Et le Soke, enfin vous l'avez tous les deux, le Ils ont Soke le même encourage parcours. cette démarche. Il a lui-même Parce un qu'il est parcours, conscient, multiple aussi, que ça enrichit son école. Il est conscient. Il a lui-même un parcours multiple Tout à fait. depuis l'enfance. Enfin, si je me rappelle de ce qu'il dit, il ne se rappelle même plus la date où il a commencé les arts martiaux. Il a dû commencer quand il a 3-4 ans. Et il n'a pas le souvenir de son premier cours de Budo. Donc c'est des gens qui ont baigné là-dedans depuis toujours et qui n'ont pas nécessairement immédiatement fait de l'Ontai Shinryu non plus. Donc ils ont tout un background et ça se reconstruit finalement génération après génération. C'est pas quelque chose de stérile qui se transmet comme ça. Donc ça se reconstruit grâce aux gens qui composent l'école aussi. Je me rappelle Soke, il l'a dit en anglais, c'est pour éviter, comme je l'avais dit là tantôt, de chaque fois devoir réinventer la roue, de réinventer une façon de bouger. Il dit « One mind, any weapons ». Donc il faut seulement une seule mentalité, un seul esprit, mais ça peut être n'importe quelle arme en main. Et ça c'est très important parce que comme l'a dit Alain, ça évite de devoir réfléchir. On n'est plus dans le concept de réflexion quand on se bat, quand on combat. Il faut que ça sorte directement. Et si on commence à voir s'il a fait A, je dois faire B, c'est pas what if en fait. C'est un petit peu ça le problème. Et souvent c'est un peu ça qui rend les choses stériles. Et Ontai Shinryu a ce côté combatif qui est très très instinctif, très très présent. On cultive très fort ça. décontracté. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah. Et c'est la hanche qui doit... Hein, quand on est ici, tu m'attaques, oui. Quand on est ici, hein, quand on a fait... Super, c'est pas les bras. Les bras sont relativement... Hein, c'est les hanches qui travaillent. Les grands muscles, comme les hanches, donnent plus de puissance que les bras. Donc, ok? Et les bras, c'est à la fin.
Déjà, la pratique en soi est très importante parce que la pratique en soi apprend plein d'éléments que je trouve sont importants. C'est le pouvoir de se concentrer, le pouvoir de mettre en valeur certaines choses. Aussi la partie culturelle, le respect est très important dans ce qu'on fait. Donc, même en dehors de la pure combativité, parce que ça reste une combativité, mais il y a plein d'éléments qui sont très importants. Il faut avoir énormément confiance quand on fait, par exemple, quand on fait, on a eu la chance de faire la démonstration. Tous les trois, on a fait les démonstrations au Nippon Budokan. Il y a peu de gens non japonais. Le Nippon Budokan à Tokyo, c'est énorme. Et une fois par an, il y a une grande démonstration des koryu, donc des méthodes traditionnelles. Katori Shintoryu en fait partie, Itoryu en fait partie. Les 83 écoles qui sont reconnues par le Nippon Budokan. Et à ce moment-là, on fait la démonstration avec des armes, mais des sabres, des shinken. On ne fait pas avec, c'est avec des shinken. Donc il faut avoir énormément de confiance quand tu fais ton kata. Tu attaques avec ton shinken, tu ne peux pas attaquer comme ça parce que il y a tous ces experts qui vous regardent. Donc il faut que ce soit quand même une attaque nette. Il faut qu'on part aux dernières minutes et pas une demi-heure à l'avance parce que ce n'est pas la réalité. Il faut que cette crédibilité soit dedans, mais il faut aussi une énorme confiance parce qu'on attaque, on attend et votre partenaire, je veux dire partenaire, adversaire on peut dire, quand même là à ce moment-là c'est votre partenaire, il peut vous tuer, hein, donc c'est aussi, mais ça on retrouve ça aussi dans la pratique de tous les jours, dans le dojo. Oui. On fait énormément confiance parce qu'on peut se blesser tout le temps. Donc confiance, respect, donc il y a une partie sociale aussi dans le groupement, le travail, le comportement qu'on fait. Ce sont généralement des groupes qui se soudent très fort. Les gens qui arrivent à rentrer dans ces groupes, comme Guy l'expliquait, il y a toute cette forme de respect, il y a ce travail qui est quand même à certains moments très intense, il y a ce risque de blessure qui augmente au fur et à mesure, pas pour un débutant, mais il augmente au fur et à mesure de la pratique. Quelque part, un débutant, les zones de sécurité sont très élevées, et puis quand la pratique augmente, les zones de sécurité deviennent de plus en plus faibles, jusqu'à obtenir la pratique avec un shinken, où là, la zone de sécurité, elle est très minime. Mais tout ce travail fait que ces gens se soudent très fort. Il y a vraiment, notre Soke le dit, c'est une famille, c'est une famille, on parle de famille dans le groupe. Donc quelque part, les relations entre les gens deviennent différentes, deviennent beaucoup plus fortes. Et on a cet esprit de famille, soyons honnêtes, dans le groupe. Ou quelque part, même à ce moment-là, en dehors de l'aspect pratique, quand cet aspect familial est présent, dans d'autres situations, ça aide aussi, clairement. Ça permet de surmonter d'autres difficultés que la vie moderne peut vous imposer. Très très grande confiance. Toutes les démonstrations, notamment en Nippon Budokan, toutes les démonstrations d'Ontai Shinryu sont toujours faites avec des armes réelles. C'est une question d'état d'esprit et on arrive à un certain... On n'est pas du premier jour avec une arme réelle, évidemment. On progresse et on commence avec des armes factices et puis on commence à rendre les choses un tout petit peu plus réelles. Et les démonstrations officielles, avec le stress, etc., ça peut effectivement faire des dégâts si on ne fait pas confiance à l'autre. Et donc là, c'est seulement après des années qu'on y arrive parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Hein. C'est dangereux. C'est dangereux que ce soit un tanto, un kodach. Il suffit de couper un tout petit peu, de sectionner une carotide et c'est fini en quelques secondes. Hein. Je crois que ça... Si on ne parle même pas seulement uniquement des armes, mais les étranglements ou certaines projections, il faut savoir que les katas sont sécurisés, hein, ce que vous verrez sans doute demain.
lors de la pratique, c'est que les katas sont sécurisés pour durer, en fait, pour que les gens apprennent sans se blesser. Mais les applications réelles peuvent très vite devenir mortelles. Hein. Donc ce sont des techniques où on projetait les gens sur la tête parce qu'ils étaient en armure. Et donc une simple luxation de bras, je veux dire, n'a pas d'effet. Donc il y a des techniques où il peut être très anodine en la voyant comme ça, mais avec très très peu de changements, ça peut devenir la catastrophe. Hein. Et c'est la décision en fait de la personne qui pratique. Et donc on met finalement de temps en temps, pas toujours, mais parfois un peu notre vie en jeu, hein, où des accidents graves peuvent être causés, parce qu'effectivement, il ne faut pas le laisser entre toutes les mains. C'est quand même un budo, hein, à la base, c'était quand même fait pour détruire un ennemi. Hein, donc c'est quelque chose. Et finalement, avec le temps qui a passé, évidemment, c'est devenu une espèce de phénomène culturel au Japon qui restait, et heureusement d'ailleurs, hein, qui est devenu. Mais à la base, si on va profondément dans certaines techniques, qui sont toujours enseignées d'ailleurs dans les cercles un peu plus restreints, des gens d'un certain niveau, la tradition martiale est toujours derrière, même si effectivement ça s'est arrondi, on a arrondi les angles avec la modernité, et tant mieux. Ouais. Senpai Kohai, c'est plutôt grand frère, petit frère. Le grand frère doit faire en sorte que le petit frère ne fasse pas trop de bêtises et qu'il apprend à certaines choses. C'est pas. Moi j'ai 2 ans en plus, je suis le chef et boum, et tu dois. Ça c'est. Il n'y a pas d'abus de pouvoir. Et le Kohai Senpai existe très fort, mais c'est une autre relation Kohai Senpai que qu'on a vu dans le monde plus compétitif. Donc, il y a des relations senpai-kohai qui durent même si le kohai dépasse le senpai. Martialement parlant, la relation restera. Souvent, elle est assez forte pour que ce respect reste. Oui, même si le gars dépasse son senpai martialement parlant, à un moment ou à un autre. Mais la relation va rester. Parce qu'elle est très forte. Et c'est ce qu'on ressent. Une espèce de main invisible dans les Koryu traditionnels, en tout cas ceux qu'on connaît, qui vient réguler tout ça. Il n'y a pas d'abus de pouvoir, au sens que le senpai ne profite pas de sa supériorité parce qu'il était là un jour avant l'autre pour pouvoir. Voilà, c'est très bienveillant finalement. Hein, donc, néanmoins, le senpai doit veiller que tout le monde s'aligne, que le respect s'est fait. C'est pas le soke qui doit faire ça, c'est pas son boulot. Lui, il a le beau rôle. Le soke ne doit jamais dire « Ah, la ligne n'est pas bien faite ». Il ne va jamais dire « Vous n'êtes pas bien aligné ». Jamais. Enfin, ce n'est pas contraindre les gens à faire quelque chose, c'est les amener à ce qu'ils acceptent de se comporter de cette façon-là. Ouais. C'est différent. L'aspect est différent. Tout à fait. Parce qu'au Japon, c'est une seconde nature pour eux d'être disciplinés. Ils savent que c'est une ligne droite au Japon. Parfois en Belgique ou l'occidental est un peu plus dur avec ce comportement. C'est culturel quand même. Bien que, malheureusement, les dernières années, on voit chez les jeunes japonais que c'est parfois un peu moins et que parfois, quand on est au Japon, c'est nous qui devons enseigner à certains Japonais comment se comporter parce qu'on est les senpai. Donc Soke nous regarde et bon, on doit dire aux Japonais comment ils doivent saluer, comment ils doivent se comporter sur un tatami. C'est ce qu'il y avait moins avant parce que c'était plus incorporé dans la culture et la façon d'être. Voilà, bouge pas. Ok. Oui. Oui. Prenez plus de temps. Prenez plus de temps. Hein. Chaque partie doit être finie. 1, 2, 3. Ok, et par après, on va faire un mouvement. Ok, mais au début, prenez le temps. Ok, pas brûler les étapes. Tant que c'est techniquement pas parfait, on va pas vite. Voilà. Non, regarde. Ton mouvement ici, hein? C'est pas encore fini. Ici. Donc, vraiment. Je moet afwerken, rustig je tijd nemen, totdat je hier staat, 90 graden, 90 graden, 90 graden, 90 graden.
En dan? Parce que als je rap gaat, si on fait vite, il faut que le 90 degrés soit là. Ok? Et pas... Ok? J'exagère, hein, tu ne fais pas comme ça. Hein? Ok, allez. Oui. Ok, ça c'est très bien. Et alors toujours un tout petit peu le travail ici au-dessus. Je mets ici. C'est les hanches qui bougent et le corps reste bien droit. Soyons clairs, de l'argent il faut. Maintenant, dire qu'il faut beaucoup d'argent, je crois moyen de s'en sortir, on s'en sort, quelque part. Maintenant, et avoir 2000 personnes sur un tatami, ça ne nous intéresse pas non plus. Donc, voilà. Donc quelque part, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre entre le... Prenons notre groupe, on est relativement vieillissant, donc quelque part une partie du travail des chutes, des projections devient pour certains d'entre nous, et je me mets en avant, peut-être un peu plus délicat, soyons honnêtes, je ne chute plus comme il y a 30 ans. Voilà, donc c'est à un moment ou à un autre, et s'il n'y a pas de relève, s'il n'y a pas des jeunes qui viennent derrière, c'est un travail qui est plus difficile à faire, plus compliqué à réaliser. Et voilà, et l'équipe vieillissante, à un moment ou à un autre, il n'y a rien à faire. Si vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un ou enseigner quelque chose, il faut pouvoir le montrer, le faire. Il y a quand même le visuel qui joue. Et donc le groupe vieillissant, à un moment ou à un autre, n'aura peut-être plus l'occasion de le montrer. Donc il faut qu'il y ait de la relève, il faut une certaine relève, et pas 1000 personnes. Mais maintenant il faut dire, les choréos n'ont jamais été des activités de masse. Hein. Ça a été toujours des petits groupes. Hein. Ça a été toujours des petits groupes. Bon, peut-être il faut juste, comme Alain dit, avoir la masse critique et avoir une bonne balance entre les anciens et des gens qui sont encore sportivement capables de faire plein de choses. Parce que sinon on va faire un choreo de troisième âge. Ça, là, il y a une perte aussi. Même si à un certain moment on commence à faire partie du troisième âge, on veut pas que tout le groupe soit de troisième âge. Il faut une masse critique. Mais on cherche pas des grands nombres. C'est pas 30, 40 personnes, ça nous intéresse pas. 10 à 12 personnes sur le tatami, c'est bien. Mais par exemple, maintenant, quand on a 10 à 12 personnes, on a peut-être 6-7 personnes chaque entraînement sur le tatami. Parce que tout le monde n'est jamais toujours là. Donc quelques personnes en plus, on devrait essayer d'avoir ça, mais on ne cherche pas des grands nombres. Ça ne nous intéresse pas. Parce que... Naar rechter, en arrière. 1, 2, 3, 4, ok. Harai. Comme un tsuki. Comme un tsuki. Donc, pas faire des arrêts comme ça, bien. Comme un tsuki. Allez. 1, 2, 3, 4. Attends. 1, 2, 3, 4. Sukui. Allez. 1, 2, 3, 4. Attends. 1, 2, 3, 4. Donc, il y a beaucoup de styles où effectivement c'est le professeur qui gagne et qui montre comment il faut faire. Ici, souvent dans les choréos, c'est le professeur qui perd, entre guillemets, au sens qu'il va montrer la bonne direction à suivre à son élève. Et il va subir la chute, il va subir l'attaque. Et parfois ça rate.
Et donc, c'est pas toujours évident à faire. Hein. Donc ça c'est important. Mais moi, je me rappelle d'un vieux dicton qui disait les Koryu, ça a toujours été des tout petits groupes. Je ne sais plus où j'avais lu, c'est il y a quelques années. C'était 4 vieux maîtres dans un petit village où on pratiquait encore une très très vieille école. Et une personne un jour, enfin, vous êtes tous les 4 très très vieux, ça va disparaître. Et il dit, vous inquiétez pas, ça fait 400 ans qu'on est 4. Donc, mais bon, c'était un petit peu, malheureusement, c'est pas vraiment comme ça que ça risque de se passer, mais je trouvais ça amusant. Mais enfin, disons un peu sur la pratique. Bon, il y a certaines choses comme la manipulation d'une certaine arme, on peut le faire en groupe. Et on peut faire des mouvements de Kion où on fait, mais ça c'est la manipulation, on fait tous ensemble et on peut faire ça. Mais ça c'est une partie de la pratique. Mais ça c'est pas la vraie pratique. La vraie pratique se fait en kata. C'est deux personnes qui travaillent ensemble et c'est pas tout le monde qui fait la même chose nécessairement. Donc on peut avoir un enseignement où tout le monde fait la même chose, mais on peut aussi avoir un enseignement où il y a 2 personnes qui travaillent là la Hanbo, 2 personnes qui travaillent là le Kodachi et 2 personnes qui sont en train et il y a quelqu'un qui donne des conseils, et parfois ne donne pas de conseils, observe. Avant, et ça c'était un peu spécial parfois au Japon. Au Japon, il y avait parfois des entraînements, tu t'entraînais, et pas de remarques. Mais tu t'entraînais tout un entraînement, pas de remarques, pas de correction, rien du tout, tu t'entraînais. Et puis on allait, après l'entraînement, on allait dans un bar, on allait boire un verre, et puis ils disent Guy, j'ai vu ton entraînement, là tu as fait ça, et tu pourrais, et pourquoi tu mets ton pied comme ça, et pendant 1 heure tu te fais, et rien dans le tatami, après, pendant 1 heure, mais il avait tout vu, et puis c'était, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, mais pourquoi il ne me l'a pas dit là-bas? Non, il m'a laissé la chance d'essayer, de trouver, etc. Et puis après, il m'a donné la solution. Donc c'est une autre façon de travailler. On n'a pas l'habitude parfois de... C'est ce qu'on oublie en Occident aussi. Le fait de faire des erreurs, c'est de l'enseignement. Et on oublie parfois ça. On est trop vite pour dire oh, c'est pas bon. Non, parfois faire une erreur et prendre un mauvais chemin pendant un certain temps, c'est une forme d'enseignement si on arrive à l'accepter à un moment ou à un autre. Si on s'égare complètement, là il y a quelque chose d'autre qui se passe. Mais parfois, c'est bien de faire des erreurs et d'apprendre de ses propres erreurs. C'est parfois une difficulté qu'on a aussi, parce qu'on a un tout petit peu ici tendance à réagir. Tendance aussi à réagir. Ouais. On se dit, quand on veut ah non, hop, et on veut aller corriger. Non, là-bas, on te laissait faire parfois. Parfois, il faut laisser. Et par après, pas trop longtemps, parce que si le problème est évident, alors, etc. L'erreur, au bout d'un certain temps, tu peux l'intégrer. À ce moment-là, c'est une deuxième erreur. Il ne faut pas l'intégrer, mais le fait d'avoir fait une recherche et de se rendre compte que cette recherche n'a pas donné, oui, c'est enrichissant. Naturellement, si tu intègres cette erreur dans ton système, on parle de ça, à ce moment-là, il faut la sortir. Et en général, c'est plus dur de sortir quelque chose de mauvais que d'apprendre directement le bon mouvement. Mais la recherche a de l'importance et je crois qu'il faut laisser parfois les pratiquants faire un peu de recherche pour eux-mêmes. En ce qui me concerne moi, je crois que ce que je recherche en Itoryu et en Taishuru est différent. Itoryu, je suis encore à la recherche de la technicité et du perfectionnement du mouvement, parce que j'ai commencé beaucoup plus tard. Donc
bien qu'on a déjà, je crois, un niveau respectable, enfin c'est ce qu'on nous dit au Japon, donc on doit croire que ça commence tout doucement à aller. Il y a quand même encore un énorme chemin à faire, à comprendre certaines techniques, à maîtriser certaines techniques, à trouver. Donc là, il y a encore tout un travail de fond, de technicité, de perfectionnement qui doit se faire. Et c'est très gai de faire cette approche. En ce qui concerne Ontario Shinryu, ce que pour le moment je recherche, c'est que j'ai eu la chance d'avoir énormément d'informations, d'avoir travaillé avec plein de choses, et je connais plein de solutions pour des gens. Et là, ce que je recherche, c'est pouvoir transmettre ces solutions. Quand je dis solutions, c'est que parfois on dit, oui, on fait le kata, toi, ton mouvement, c'est pas le même, et toi, c'est le même, c'est lequel maintenant? Mais non, c'est tous les deux le même. Moi, je suis grand, toi, tu es petit, j'ai une autre morphologie, et les gens confondent différence par rapport à tes possibilités, conformités, et différences techniques. C'est la même technique, mais faite un peu différemment, parce qu'on doit la faire différemment. Il y a des mouvements, on doit passer en dessous de quelqu'un. Quelqu'un qui est petit, il fera ça. Moi, je ne sais pas faire ça parce que ça ne va pas. Je dois passer ma masse et tout ça. Donc, je peux enseigner à un petit comment le faire et à un grand comment le faire parce que je sais comment un petit le fait. Je ne sais pas le faire, mais je sais l'enseigner. Je sais lui dire parce que et c'est ça qui m'amuse pour le moment. C'est de dire il ne faut pas toujours faire ce que moi je fais parce que tu as une autre morphologie. Toi, il ferait mieux. Regarde comme Frédéric fait. Ça c'est plutôt comme tu devrais le faire. Ne regarde pas comme moi je le fais. Ou regarde comment on l'a fait. Il y a 30 ans, je chutais sans problème, mais non, c'est plus la même chose. Donc, le fait d'être technicien de ce qu'on fait permet d'adapter la technique aux problèmes que l'on rencontre physiquement. L'âge, des pertes de souplesse, des douleurs qui viennent se mettre à gauche. Le fait d'être technicien d'un mouvement permet toujours d'adapter le mouvement. Si on n'a pas la technicité du mouvement vraiment acquise, mais à un moment ou à un autre, on va bloquer. On ne pourra plus l'adapter. Tandis que le fait de devenir un technicien, un très bon technicien du mouvement, permettra de faire vivre la technique beaucoup plus longtemps. Et tu disais qu'est-ce qu'on peut conseiller à un jeune qui débute? D'apprendre la technique, de rentrer dans la technique et de vraiment la posséder. Ça, c'est ce qu'on doit lui conseiller, je crois, un maximum. C'est de devenir, moi je le dis personnellement en cours, devenez technicien de ce que vous faites. Apprenez cette technique, maîtrisez cette technique, ça va vous aider. Et alors je reviens à ce que Frédéric disait, pour posséder une technique, c'est un travail. Soyons honnêtes, c'est du travail et ça prend du temps. Ça, c'est très clair. Et pour terminer par rapport à ta question, dans ma recherche personnelle, elle n'est pas uniquement... Il y a une recherche en Ontario Shinryu, mais il y a aussi, avec les années, j'ai remarqué qu'il y avait des ponts entre ces différentes écoles. À certains niveaux, on va retrouver, je pratique encore toujours le karaté, je pratique maintenant sur Okinawa, et il y a des ponts, il y a des endroits où ces techniques se rejoignent. Et, et ça m'émerveille toujours de voir qu'à certains moments, on peut passer facilement de l'un sur l'autre sans vraiment le sentir, sans avoir beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que je dis que c'est important, et on a dit là tantôt, que ces systèmes restent bien, l'enseignement doit rester cadenassé. Mais ce qui est gai et ce qui est amusant, c'est tout d'un coup de voir cette transversalité que l'on peut trouver dans ces différentes écoles. Et ça, personnellement, actuellement, ça m'amuse beaucoup. Je cherche un petit peu à trouver ces ponts, ces liens entre les différentes écoles. Et ça, c'est pour des écoles qui sont, ma foi, très différentes, parce qu'un koryo japonais n'est pas comparable avec un koryo okinawayen. Et pourtant, il y a des moments où on se dit, il y a des ponts intéressants. En Ryukyuko-Budo, effectivement, là, je suis encore dans un travail de documentation et de recherche. Parce que je ne suis que 20 ans dans l'école, donc je veux dire, en 20 ans, on ne peut pas assimiler tout. Donc là, il y a encore tout un travail de consolidation, de recherche, d'échange pour comprendre, pour être sûr que toutes les techniques soient bien en phase avec l'école. Donc là, il y a encore tout un travail de documentation et de recherche. C'est pas évident, hein. Qu'est-ce que je recherche sur moi-même? C'est devenu une deuxième peau. Hein.
c'est quelque chose que je n'imagine pas non plus faire, hein, surtout. Donc c'est quelque chose, effectivement... Mais je trouve mon plaisir dans des choses très simples. Hein. Je ne dois pas être, avec toutes ces années, je parviens à trouver du plaisir dans des choses très techniques, des choses très simples, qui sont parfois des choses du début. Et c'est le seul moyen, je crois, de vieillir dans ce qu'on fait dans les arts martiaux. Parce que si on n'est pas un technicien, au bout de quelques années, 2-3 ans, le volume, on l'a, on connaît la superficie, on connaît plus ou moins tous les katas, mais c'est pas là que ça se passe. C'est d'aller chercher la technique, d'aller chercher un détail, d'aller chercher une position d'un pied, d'une main, de ne pas mettre de force quand il ne faut pas en mettre au bon moment. C'est une recherche de tous les jours. Hein. C'est se déshabituer de ce qu'on fait depuis qu'on est né, en fait. Hein. Et donc c'est une recherche constante. Et si on est vraiment technicien, enfin je parle pour moi, mais sans doute, je ne crois pas trop m'avancer en disant que je pense que c'est la même chose pour eux aussi, on va chercher du détail dans des choses parfois basiques, et on se remet en question à chaque fois. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est une bonne école de vie finalement, parce qu'on a tendance à vouloir cumuler, faire du volume, être un collectionneur. Mais être un collectionneur dans les Koryu, ça n'apporte rien. C'est pas le but de collectionner une série de katas, ça n'a pas de sens. On doit collectionner une série de katas, on doit pratiquer une série de katas pour acquérir des principes. Et les principes, il y en a très très peu. Hein, très très peu. Et pour y toucher, il faut pratiquer constamment.